Quand une banque perd de l'argent, elle vous dit que ce n'est pas de sa faute. Et c'est vrai qu'il y a des fois où elle a des circonstances atténuantes. Mais depuis quelque temps, l'excuse a du mal à passer. Escroquerie, abus de confiance, faillite, arnaque. Un scandale chasse l'autre. Et c'est toujours la même histoire. La banque se retrouve d'abord sur le banc des accusés. N'avez-vous pas le devoir d'agir avant tout dans l'intérêt du client? Mais pour finir, elle n'est jamais condamnée. La banque gagne presque à tous les coups. Alors la banque, victime, laxiste, irresponsable, tricheuse, menteuse, criminelle? Pour nous aider à mesurer la responsabilité des banques, à démêler le vrai du faux, nous avons demandé l'aide d'un commissaire divisionnaire, spécialiste de la criminalité financière et organisée. L'ensemble de ce qu'on nous présente comme des faits divers appartient en fin de compte à une vaste chaîne de fraude. Commençons donc par le cas où la responsabilité de la banque semble la plus faible, celui où elle joue le rôle de la victime, plumée par un escroc en gants blancs. Nous sommes le 17 décembre 2008. Cet homme poursuivi par les caméras vient d'obtenir le titre officieux d'escroc du siècle. Il s'appelle Bernard Madoff. En quelques heures, il est devenu l'homme le plus détesté d'Amérique pour avoir floué des milliers d'épargnants et fait disparaître plus de 50 milliards de dollars. Le voilà au temps de sa splendeur, costume-cravate, sourire avenant. Pendant des années, le sémillant Bernard Madoff est un roi de la finance au-dessus de tout soupçon. Il est même le patron du Nasdaq, la deuxième bourse de New York spécialisée dans les nouvelles technologies. Grâce à un mystérieux fonds d'investissement, il promet aux banques un produit défiant toute concurrence, avec un rendement garanti de 8 à 10%, le rêve de tout épargnant. À ceci près que le fonds n'existe pas. Madoff se contente de rémunérer ses investisseurs avec l'argent de nouveaux arrivants. C'est une vieille arnaque, connue sous le nom de pyramide de Ponzi. Un épargnant est rémunéré avec l'argent de 2 nouveaux arrivants, eux-mêmes rémunérés avec l'argent de 3 nouveaux arrivants, et ainsi de suite. Une fuite en avant qui peut faire illusion un certain temps. Mais avec la crise, les épargnants ont voulu tous récupérer leur argent en même temps, et la pyramide s'est écroulée. Quand Madoff est démasqué, les banques font leur compte. Des pertes de 90 millions d'euros pour le Crédit Mutuel, 350 millions pour BNP Paribas, 730 millions pour la Britannique HSBC, et record battu pour l'Espagnol Santander avec plus de 2 milliards d'euros. Voici donc la liste des principales victimes de Bernard Madoff. Victimes? Mais le sont-elles vraiment? Dans l'affaire Madoff, il serait excessif de dire que les banques ont été victimes. Elles ont surtout été aveugles et donc incompétentes. Toutes les grandes banques de Wall Street, comme les grandes banques européennes, auraient dû se rendre compte que les fameux retours sur investissement proposés par Bernard Madoff, à la fois leur niveau et leur régularité, étaient impossibles. Il n'y a jamais de martingale. Une victime très discutable. Mais alors que dire quand le coupable est au cœur même de la maison? La banque serait-elle trop laxiste? Nick Leeson, Jérôme Kerviel, Kweku Adoboli, ces 3 hommes ont un point commun. Ils sont accusés d'avoir fait sauter la banque de l'intérieur. Tous les 3 se sont retrouvés devant la justice pour avoir fait perdre des sommes colossales à leur ancien employeur. Et le champion, c'est notre Français Jérôme Kerviel de la Société Générale. Près de 5 milliards d'euros partis en fumée en 2008. La presse n'en revient pas. Comment en est-on arrivé à une telle catastrophe financière? La question à 5 milliards d'euros mérite bien sûr quelques réponses claires. Jérôme Kerviel est un trader grassement payé par sa banque pour jouer en bourse et gagner de l'argent. Mais il prend des risques inconsidérés en pariant jusqu'à 50 milliards d'euros sur les marchés financiers. Un montant bien au-delà des limites autorisées par la Société Générale. La banque le reconnaît, elle a été peu regardante sur le contrôle de ce garçon qui lui faisait gagner tant d'argent. Ça n'est pas parce que vous êtes laxiste que les voleurs sont autorisés à vous voler, que les fraudeurs sont autorisés à vous frauder. Ainsi donc, le vilain trader aurait profité du laxisme de la banque. Mais tout de même, en un an, 74 alertes ont signalé l'activité anormale de Kerviel. Et la hiérarchie n'a pas bougé. Peut-on encore parler de laxisme? Que je sois allé trop loin, plus loin que les autres, et que j'ai poussé le système au bout du bout, je le concède, j'ai aucun problème avec ça, je l'ai dit dès ma garde à vue.
Maintenant qu'on me fasse porter la responsabilité de ce genre de pratique, ça je refuse. L'affaire Kerviel n'est jamais que le Xème épisode d'un phénomène que l'on connaît depuis maintenant une génération et qui se multiplie. C'est ce qu'on appelle le rogue trading. C'est la capacité qu'ont un certain nombre de traders dans des grandes banques d'investissement à jouer avec le système et à pousser le système jusqu'à l'extrême. On autorise et on incite à la cupidité sur les marchés. Laxiste, le mot est donc faible. Est-ce qu'irresponsable conviendrait mieux? C'est au moins la question qu'on peut se poser pour une autre affaire, celle qui a tout fait exploser en septembre 2008. Ces images ont fait le tour du monde. Dans les rues de la City, des femmes et des hommes en costume portent des cartons. Des cols blancs virés dans la journée. Lehman Brothers, la 4e banque américaine, vient de faire faillite. C'est un ouragan dans la finance mondiale. Les bourses dévissent, une crise sans précédent. Tout cela à cause d'une histoire de prêt immobilier, les subprimes. L'histoire commence le 11 septembre 2001, avec l'attaque terroriste sur les tours du World Trade Center. L'Amérique est frappée au cœur. Son économie est menacée d'asphyxie. Il faut un geste fort. Alan Greenspan, le président de la Banque centrale américaine, prend alors une décision historique. Pour redresser la situation, nous devons restaurer la stabilité de l'économie aux États-Unis et partout dans le monde. Pour relancer la consommation, il baisse les prêts immobiliers au taux incroyable de 1%. Pour des millions d'Américains, le rêve de la propriété individuelle est à portée de main. Ils vont pouvoir s'acheter une maison à crédit. Mais il y a une condition. En cas de non-paiement, la banque pourra récupérer la maison de l'emprunteur. Dans un marché immobilier où les prix ne cessent de grimper, les banques peuvent prêter sans risque à n'importe qui. Et elles ne s'en privent pas. Ces banquiers, de manière très cynique, ont distribué des prêts à des ménages qui étaient insolvables. On les distribue à qui? On les a distribués aux plus faibles de la société américaine, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux pauvres et aux minorités ethniques. Le succès est tel que les banques locales sont vite dépassées. Elles ont besoin d'argent pour financer les nouveaux emprunteurs. Ces petites banques vont alors revendre les prêts à des établissements plus gros. Le prêt se transforme alors en titre et il peut être vendu sur les marchés financiers. Mais comme ces titres sont risqués, les grosses banques les découpent en petits morceaux et les mélangent à des valeurs plus sûres, comme des actions de grandes entreprises. Les créances douteuses sont ainsi camouflées dans de nouveaux produits. Au début, ces produits se vendent très bien, car tant que le marché de l'immobilier monte, les banques sont sûres de gagner de l'argent. Si jamais les emprunteurs ne peuvent plus payer, les banques récupéreront leur maison. Ces produits sont donc vendus à travers le monde sans aucune précaution. Ils contaminent toute la planète financière. Et toutes les banques du monde en proposent à leurs clients sans même savoir de quoi est composé leur titre. On peut penser que beaucoup des banques mondiales et en particulier européennes qui ont acheté des produits titrisés ont été aveugles et incompétentes. Elles ne sont pas allées soulever le capot de la voiture. Elles ont acheté sans regarder. Mais en 2007, les taux remontent. Les ménages qui ont acheté leur maison grâce aux prêts subprime ne peuvent plus rembourser. Des millions de maisons se retrouvent à vendre au même moment. Leur prix chute. Et les titres qui contiennent les subprimes deviennent invendables. Les clients qui avaient fait confiance à leur banque se retrouvent ruinés. C'est une forme d'irresponsabilité et peut-être que pour certaines d'entre elles, elles l'ont fait en toute connaissance de cause, mais comme il y avait de très gros bénéfices à faire, eh bien, elles ont préféré fermer les yeux. Fermer les yeux, certaines banques ont fait plus que cela. Elles ont tout simplement menti à leurs clients. Avril 2010. Face à une commission d'enquête du Sénat américain, les hommes les plus influents de Wall Street sont sur le banc des accusés. Les dirigeants de la banque Goldman Sachs. La banque est accusée de fraude, car alors qu'elle vendait des subprimes à ses clients, dans le même temps, elle demandait à ses traders de parier sur la baisse de ses produits. Le sénateur Levin, président de la commission, n'y va pas par quatre chemins. C'est un mensonge. Vous misez contre le produit que vous vendez à vos clients. Cela ne vous dérange pas?
Et vous voulez que les gens vous fassent confiance? Mais ils nous font confiance. Moi, je ne vous ferai pas confiance. Si vous veniez me vendre ce produit sans me dire qu'en même temps, vous pariez contre lui, vous ne pensez pas que cela pourrait affecter mon jugement? Ces grandes banques d'investissement ont sciemment menti à leurs clients. Elles ne sont pas incompétentes comme elles essayent de le faire croire aujourd'hui, elles ont été tout simplement malhonnêtes. Une banque menteuse qui joue contre ses clients, c'est difficile à avaler. Mais que dire d'une banque qui triche avec un État? Le 1er janvier 2002, les feux d'artifice embrasent le ciel d'Athènes. La Grèce fête son entrée dans l'euro. Si le petit pays du Sud rejoint le club des pays riches, c'est parce qu'il répond désormais aux critères européens. Le pays a su réduire sa dette. Mais en réalité, la Grèce a maquillé ses comptes. Et c'est encore les banquiers de Goldman Sachs qui l'ont aidé en trichant. La banque a proposé un pacte. Elle rachète une partie de la dette contre un prêt secret. Le tour de passe-passe a réussi. Mais la Grèce en paye aujourd'hui le prix. Elle n'était pas aussi solide que prévu. Elle a faussé son bilan et Goldman Sachs en est le principal complice. Aider un État à tricher sur ses comptes publics, c'est extrêmement grave. Imaginez une PME-PMI faisant la même chose, c'est immédiatement le tribunal correctionnel. Tricheuse, menteuse, la ligne rouge est franchie depuis longtemps. Certaines banques vont pourtant encore plus loin. C'est encore le sénateur américain Carl Levin. Et c'est une nouvelle commission d'enquête. Cette fois sur le banc des accusés, la plus grosse banque au monde, la britannique HSBC. Plus de 1500 pages de documents, 2 ans d'enquête, 75 responsables auditionnés, et au final un rapport qui accuse la banque d'avoir ouvert la porte aux narcotrafiquants. Par le biais de sa filiale mexicaine, elle aurait blanchi 7 milliards de dollars issus des cartels de la drogue. Nous regrettons profondément et présentons nos excuses de ne pas avoir été à la hauteur des attentes de nos clients, de nos employés et des citoyens. La banque s'excuse, mais comme pour toutes les autres affaires que nous avons évoquées, elle s'en tirera sans condamnation. Comme à chaque fois, eh bien, il n'y aura pas de procès pénal, il y aura une transaction. La banque va payer une très grosse amende, quelques centaines de millions de dollars, peut-être 1 milliard, mais la banque continuera à fonctionner. Il faut bien comprendre que si on veut que les fraudes dans le domaine bancaire cessent, il n'y a que 2 solutions. Premièrement, envoyer en prison certains banquiers, et deuxièmement, retirer des licences d'exercice, des licences d'activité.